Coucou mon pompon. Je te l'ai teasé la semaine dernière, donc sans grande surprise, nous y voilà. Je te délivre l'épisode promis. Car oui, dans mon vaisseau, il n'y a que 3 règles. Règle numéro 1, tu ne parleras pas du vaisseau. Non, je plaisante mon pompon. Parle-en, partage, pousse en l'air comme un fifou. Ceci dit, ce serait pas idiot de coller Fight Club et le personnage du Joker en parallèle, tiens. Il y a comme un lien de parenté dans la critique sociale et le no limite. Ce serait pas mal ça. Oh, oui, mais moi je pourrais pas écouter Captain Sofro. C'est pas pour les petits pompons ce film-là. Ah bah oui, bien vu. Bon bah, on efface tout et on recommence. Dans mon vaisseau, il n'y a que 3 règles, donc. Règle numéro 1, safe space. Ici, tout le monde laisse bien tranquille le pompon de tout un chacune. Règle numéro 2, essuie tes pattes et ôte tes claquettes, je viens de nettoyer la moquette. Et règle numéro 3, on n'a qu'une parole, quand c'est dit, c'est fait, et inversement. Donc, comme annoncé la semaine dernière, here comes the Joker. Ok, alors commençons mon pompon par la symbolique de base du personnage. Le Joker, c'est le clown, celui qui rit de tout, en toutes circonstances. C'est la figure du bouffon. Le bouffon, il en fond bien un pour désamorcer les tensions sociales. C'est celui qui a le droit de tout dire tant qu'il fait rire. Parce que s'il ne fait plus rire, attention, on lui tranche la tête. Mais tant que c'est gaulerie, il peut dire absolument ce qu'il veut à la face du pouvoir et des intouchables. Ça fait du bien à tout le monde, et un bon roi Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers, ça vous évite parfois une révolution. Encore que là, Jojo, il travaille pas tellement à les éviter les révolutions. Nous y reviendrons. Mais bon, tu as compris le principe. C'est le bousculeur d'ordre établi. Or, ce qui est particulier à Gotham, c'est que l'ordre établi, il est vachement flou. On a les grandes fortunes et la mafia, et parfois ces deux camps-là se mêlent étroitement. Ce que je veux dire, c'est qu'à Gotham, la figure du pouvoir officiel ne présente que peu d'intérêt pour le bouffon, puisqu'elle n'est l'icône de rien du tout, et ne cherche même pas tellement à faire semblant d'être un pouvoir politique et non un pouvoir des affaires. Eh, dis donc, bonne mère, ça ressemble bien à des choses qu'on connaît, ton Gotham City, là. Attention, Catchy, on va éviter de se retrouver dans des histoires de politique malheureuses. Évitons donc toute ressemblance fortuite avec des faits réels et revenons à nos moutons. Au pantin de Gotham, donc, il ne reste que 2 champs de pouvoir intéressants, les médias qui sanctifient les uns et jettent les autres en pâture à l'opprobre public, et les guides religieux. Quoi ? Qu'ouis-je ? Pas de culte à Gotham ? Comment ça ? Et la légende de l'homme providentiel qui vient si on le prie très fort dans le ciel et qui descend pour sauver les innocents et punir les méchants. Et boum, duo gagnant. Le Joker, s'il veut endosser son rôle de bouffon diseur de 4 vérités sociales, n'a pas d'autre choix à Gotham que de verser dans le spectacle, et même le spectaculaire, en s'en prenant à la seule icône sainte de la ville, Batman. As-tu été bien attentif lors du dernier épisode sur le Chevalier Noir, mon pompon ? Ah, quoi, Captain Sofro, il y a un terreau surprise ? Moi, un quart de feuille suffira. Mais non, mon pompon, range tes petits crayons. Je suis pas si machiavélique, voyons. Mais si tu te souviens bien, tu avais relevé le fait que Batman, en incarnant ses peurs, passe à 2 doigts de virer zinzou et super vilain. Eh bien, c'est le moment d'aborder le lien qui l'unit à son pire ennemi, le Joker. D'abord, dans bien des versions de l'histoire, on attribue à l'un ou à l'autre la naissance de l'autre. Oui, je te vois l'œil aussi globuleux que nébuleux. C'est normal. Attends, je t'explique mieux. Chez Burton, par exemple, c'est Napier, le gangster qui deviendra plus tard le Joker, qui tire sur les parents de Bruce dans une allée sombre. Et bim, collier de perles, rideau sur l'enfance, et welcome l'homme chauve-souris. Dans la série animée de 92, Napier, aussi, tombe dans une cuve d'acide suite à une altercation avec Batman.
Boum, défiguration, folie, naissance de l'homme qui rit. Le destin de ces deux-là semble intimement lié, tu vois. Si on observe juste leurs flots respectifs, on a vraiment l'impression de regarder une photo et son négatif. Joker est l'antithèse parfaite de Batman. Costume sombre pour l'un, décadence de couleur pour l'autre, masque social d'humain pour Bruce et port d'un vrai masque pour révéler sa nature profonde en Batman, face de clown permanente chez le Joker qui n'a plus d'autre visage. D'ailleurs, c'était très intéressant de voir le traitement du maquillage d'Heath Ledger dans The Dark Knight. Il se salit, s'émiette, se désintègre, se fond au trait du visage et devient finalement de plus en plus monstrueux à mesure qu'il disparaît. Bref, on peut encore pointer que Brucey n'est vraiment pas le roi de la déconne, alors que pour une bonne blague, le Joker tuerait père et mère. Littéralement. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'un antagonisme héros-méchant classique. Ils semblent plus codépendants, comme s'ils se nourrissaient l'un de l'autre. Ledger le dit d'ailleurs, « Je ne veux pas te tuer, que ferais-je sans toi ?» C'est également une relation que l'on retrouve dans la série Gotham. Jérôme Valeska, puis son jumeau, Jeremiah, sont obsédés par le jeune Bruce et le considèrent comme leur unique ami, et même une sorte de troisième jumeau symbolique. Le Joker ne cesse de lui rappeler qu'ils sont pareils, les mêmes, faits de la même solitude, de la même violence, de la même injustice, de la même colère. Il y a d'ailleurs une scène très intéressante dans cette série, au milieu d'un palais des glaces. On voit bien alors le rôle de miroir du Joker. Il est le bouffon ultime, reflet de la société, mais aussi de la soif de chaos qui habite tous les cœurs, même celui du justicier. Sans même parler de son rôle de binôme coloré de la chauve-souris, le personnage du Joker tout seul, est difficile à cerner tout seul. On vient d'évoquer sa version avec jumeaux dans Gotham, mais il y a aussi l'histoire des trois Jokers, le criminel, le clown et le comique. Ce dernier s'avérera être la version originale. Ce trinôme colle bien aux interprétations très variées du personnage. Il y a vraiment des époques pour le Joker. La série des années 50 le présentait principalement comme un farceur. On a ensuite eu plutôt droit à un retour sombre et mafieux. Et on pense bien sûr à l'interprétation de Joaquin Phoenix en comique raté. T'as remarqué que raté, c'est l'anagramme de taré? Intéressant. Bon, sa genèse n'est jamais la même. On ajoute à la légende au fur et à mesure, comme par exemple l'apparition d'Harley Quinn seulement dans les années 90. Et pourtant, ce personnage fait désormais partie intégrante du lore, comme s'il avait toujours été là. Je ne m'étendrai pas sur la relation amoureuse du Joker. J'adore Harley Quinn, mais la glamorisation des relations toxiques et de la violence conjugale, non merci, c'était déjà ultra présent dans la série qu'il a vu naître. On retrouve le même rapport très gênant aux relations romantiques dans le film Joker, où Arthur Fleck est à moitié masculin, disons-le. Donc bon, je passe, je te renvoie à la règle numéro 1 du vaisseau. C'est celle où il faut s'essuyer les claquettes, Captain Sofro? Non, mon pompon, suis un peu. C'est celle qui dit qu'on se laisse bien tranquille. Tu vois, c'est plus en lien. Le Joker a donc une mythologie qui lui ressemble. Trouble et sans cesse en mouvement. Comme si le rire, le crime, l'intelligence et la folie ne pouvaient pas se mêler en une seule et même identité. J'en reviens à mon histoire de miroir et de palais des glaces. Le bouffon, traditionnellement, c'est celui qui renvoie à la société sa propre image. Or, dans certains courants artistiques comme le nouveau roman né au XXe siècle, on pense qu'on ne peut pas rendre compte de la réalité en un seul cliché, pris d'un seul point de vue. Sarraute parlera de la mort du personnage romanesque au profit d'une vision plurielle de l'histoire. En somme, l'idée, c'est qu'on ne peut espérer capturer la vérité qu'en regardant le monde comme dans un kaléidoscope. C'est comme un palais des glaces, ça démultiplie l'image sous plein d'angles différents, en même temps. C'est exactement ce qu'est le Joker, un kaléidoscope. À quoi bon tenter de définir son identité? Il n'est qu'un pantin, un être changeant aux mouvements imprévisibles.
Tout est chaotique chez le Joker. Même quand les versions renouent avec sa valeur première de bouffon, comme je te le disais tout à l'heure, l'objectif du Joker n'est pas d'empêcher les révoltes et de calmer les esprits en poil à grattant les puissants. Non, non, non. Le Joker provoque le chaos et les révoltes. Il est vu comme un symbole de rébellion dans la série Gotham où des adeptes deviennent tous le Joker avant son retour à la vie. On retrouve bien ici le côté encore une fois kaléidoscopique du personnage. On le sous-entend guide révolutionnaire à la fin du film de Todd Phillips. Il use souvent de poison ou de gaz hilarant qu'il compte répandre sur tout Gotham. En somme, il est un mal contagieux. Mais attention, mon pompon, ne va pas croire qu'il incarne une forme de justice populaire. Tut tut. Il appuie là où ça fait mal, c'est vrai, mais il ne compte pas améliorer le monde, ni aider qui que ce soit. Il fait d'ailleurs assez peu de cas de sa propre vie. Tout est déjà chaos et décadence à ses yeux. Tout est déjà fini. Alors quoi? Dansons un peu avant le bouquet final. Avez-vous jamais dansé avec le diable au clair de lune? Et le leitmotiv du Joker dans la version de Burton. Tout pour le show, jusqu'à la mort. Voilà bien notre pantin s'agitant au bout des fils du destin. Mais alors quoi? Le type serait un moine bouddhiste déglingo? Un as du lâcher-prise? C'est sans compter sur son obsession pour Batman. Aucune libération chez ce personnage. Pas plus en fer de lance des révolutions qu'en philosophe pessimiste. Une existence pieds et poings liés à la rigueur sombre et moraliste de Batman. Tout ça pour ça. Renvoyé à n'être qu'un polichinelle, un bouffon cruel, mais une coquille vide. Le problème du Joker, c'est qu'il se brûle les rétines à garder les yeux grands ouverts sur le monde. Son lâcher-prise n'en est pas un, puisqu'il cherche la souffrance, s'automutile et veut que tout brûle. L'acide, la ville, comme si sa vie ne pouvait trouver de sens qu'en cherchant à sentir à nouveau quelque chose. L'exercice d'aujourd'hui se nomme le polichinelle. Il colle donc très bien à l'énergie du Joker, puisqu'il ne permet pas vraiment de respirer, se calmer ou tout autre ressenti paisible. Mais il dynamise, active, évacue, piétine même parfois, etc. Sauf que cet exercice, on le pratique évidemment pour se faire du bien, pour chasser le négatif et activer une énergie positive. Il s'agit de se faire confiance et encore une fois de lâcher prise, pour de vrai. D'ailleurs, on est censé arrêter le mouvement dès que l'on sent un inconfort. C'est peut-être cela qu'il aurait dû faire notre Joker. Arrêter le mouvement avant le point de non-retour, au lieu de se laisser pendouiller au bout des fils du destin. L'intention première du polichinelle, c'est de sentir ses appuis solides, au contraire. Aujourd'hui, si tu peux te tenir debout et que tu n'as pas trop mal partout, tu peux y aller franchement avec cet exercice. Ok, alors l'exercice du polichinelle, c'est un exercice de relaxation dynamique qui se pratique debout, donc comme je te l'ai dit juste avant. C'est un exercice qui a pour première intention, et on va garder celle-ci pour aujourd'hui, de sentir la stabilité de ses appuis. Il s'agit d'une consigne toute simple, il faut faire un maximum de petits sautillements sur place en veillant bien à relâcher complètement le haut du corps. Tu vois, les côtes, les bras, même le cou, tout doit être laissé au mouvement libre. En revanche, le bas du corps doit rester bien tonique, justement pour bien sentir la sécurité de ses appuis. Et pour une fois, c'est un exercice qui se pratique les yeux ouverts. Tu comprends aisément pourquoi, sinon le risque de chute est fort présent. Comme d'habitude, fais attention si tu souhaites pratiquer cet exercice, de te débarrasser de tout ce qui pourrait te gêner. Comme tu vas sautiller sur place, vérifie bien peut-être ce qui pourrait te gêner au niveau des chevilles ou te faire glisser, que sais-je. Et c'est un exercice, comme je l'ai dit auparavant, où en fait ça va être à toi de t'arrêter au moment où tu juges que ça commence à devenir inconfortable d'une manière ou d'une autre. C'est un moment aussi, je te le redis, où il est important que tu écoutes ce qui va se passer dans ton corps au fur et à mesure. Et c'est un moment que tu dois t'accorder pour toi, et rien que pour toi.
Alors si tu es prêt, mon pompon, tu peux t'installer debout, mets bien les pieds parallèles à la largeur du bassin. Tu peux plier un petit peu les genoux au démarrage pour rester bien stable. Pense à tenir ta colonne vertébrale bien droite. Baisse tes épaules. Laisse pendre doucement les bras le long de ton corps. Aligne bien ta tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et pour une fois, garde les yeux ouverts. Tu peux commencer à sautiller sur place en respirant normalement. Maintiens bien tes jambes dynamiques pour assurer tes appuis et pense à laisser aller le haut de ton corps. Relâche complètement tes bras, assouplis ton cou. Sens tout ton corps rebondir. Arrête-toi lorsque tu le souhaites et ferme tes yeux. Écoute les sensations dans tout ton corps. Perçois la solidité de tes pieds. Prends conscience de tes appuis. L'exercice est terminé. Tu peux ouvrir les yeux. J'espère que ça t'a plu. Et comme d'habitude, je te dis à lundi prochain. Et d'ici là, n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton, mon petit pompon.